a bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra et aux portes du Nouveau Monde avec un auteur, David Perroux, qui a écrit un best-seller, je crois que c'est celui-là, Les amants du ciel se retrouvent toujours ici-bas. Et le dernier ouvrage, roman aussi, Les âmes du temps perdu. Il y en a eu d'autres, hein. Je ne les connais pas tous, on va en parler. En tout cas, j'ai eu envie de vous interviewer, David Perroux, parce que j'ai vu que vous vous intéressez à des thèmes passionnants tels que la physique quantique, le champ akashique, les élévations de conscience, l'âme, l'invisible, tous ces thèmes, et que ces thèmes, vous les insérez dans des romans palpitants, apparemment. Et donc, j'ai eu envie de comprendre et de découvrir comment vous en êtes arrivé à vous intéresser vous-même à ces sujets et à à les insérer dans des romans. Voilà. Bonjour tout le monde, merci pour l'introduction. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. En fait, c'est des thèmes qui m'ont accompagné pratiquement en fait, depuis très longtemps. Je dirais depuis la fin de mon adolescence où j'avais une réelle envie en parallèle, parce que je faisais une formation d'économiste et puis ensuite j'ai travaillé dans l'économie, donc d'abord en tant qu'employé, puis petit à petit en tant que créateur et chef d'entreprise. Mais en parallèle de ça, je me suis toujours beaucoup intéressé quand j'étais jeune, je m'intéressais au ciel, donc je voulais comprendre ce qu'étaient les étoiles, combien il y en avait, jusqu'où allait l'univers, et puis de fil en aiguille, donc je me suis vraiment intéressé à la cosmologie. Ensuite, j'ai appris les théories du Big Bang. Ça m'intéressait vraiment de savoir comment tout cet énorme univers, parce qu'à force d'en apprendre, j'ai compris qu'il était pratiquement infini et qu'en tout cas, qu'il était gigantesque. Et de savoir comment il était né, ça m'a intrigué. Donc, j'ai étudié les théories du Big Bang. Et puis, restait quand même l'ultime question qu'on se pose tous, enfin, tous ceux qui font de la recherche à ce sujet-là, c'est oui, mais avant, c'est-à-dire avant l'explosion du Big Bang. Et là, on me disait, avant, on rentre dans le domaine de la physique quantique parce que c'était trop petit pour être expliqué par la physique normale. Donc, je me suis intéressé à la physique quantique. Et en parallèle, je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas trouvé comment j'avais fait, mais comment il est arrivé dans mes mains, mais j'ai lu le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Et puis, je ne sais pas pourquoi non plus, c'est une suite de heureux hasards, si les hasards existent, mais j'ai tout de suite mis ce thème en parallèle avec mes études, mes recherches en tout cas en cosmologie, en physique quantique, en sciences de la vie, en me disant, mais il y a un lien en fait. Ces expériences de mort imminente démontrent qu'il y a quelque chose qui survit à la matière physique, à la matière du corps. Et cette chose qui survit est probablement de nature imperceptible. La science l'aurait déjà découvert, donc probablement de nature quantique. Et puis, le quantique semble être aussi ce qui sous-tend à la naissance de l'univers. Donc, j'ai commencé à faire le lien que j'ai plus tard développé en commençant à m'imaginer au fait qu'il y avait de l'information et de la conscience un peu partout, que ce soit dans les êtres vivants, que ce soit dans le végétal, que ce soit dans l'univers. Et au fait, c'est des thèmes que j'ai étudiés pendant plus de 25 ans. Avant que je commence à écrire. Et puis ensuite, j'ai écrit parce que quand je discutais de ces thèmes-là avec des spécialistes, ils me disaient, ah, mais tu devrais écrire quelque chose. Nous, on est souvent spécialisés dans un domaine, mais toi, tu sembles avoir une connaissance transversale. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Puis j'ai commencé à écrire un livre sérieux qui n'était pas bon, donc je ne l'ai pas publié. En tout cas, moi, il ne me plaisait pas, donc je ne l'ai pas publié. Puis j'avais laissé tomber ce projet d'écriture jusqu'à un moment donné, j'ai une forte intuition qu'il fallait que je reprenne le tout,
Mais vu que des livres sérieux, il en existait beaucoup, d'essayer de traiter ces sujets et passer ces messages au travers d'histoires plus distrayantes et plus accessibles. Et du coup, je me suis mis à les traiter sous forme de romans. Et là, ça a été beaucoup plus facile à écrire. Et puis, j'ai sorti mon premier roman qui a eu du succès. Et puis, de fil en aiguille, j'ai écrit 3 romans et un roman illustré. Mm. Et en fait, ça a commencé donc dans l'enfance par cet intérêt pour les étoiles. Mais est-ce que depuis petit, vous aviez des questions existentielles sur la vie, la mort? Est-ce que vous diriez que vous aviez vraiment des questionnements très tôt? Peut-être que vous aviez une sensibilité particulière des petits? Des petits, ce que mes parents disent, c'est que des petits, j'étais très curieux et je posais des questions sur tout, également des questions métaphysiques et que mes parents avaient souvent de la peine à me répondre. Après, c'est vrai que j'ai commencé à avoir ce questionnement dès le moment où j'ai été élevé dans une famille catholique, mais peu pratiquante, mais quand même la religion faisait partie de mon éducation jusqu'à un moment où je m'en suis détaché parce que j'y trouvais pas mon compte. Et c'est vrai que une fois que je m'y suis détaché, j'avais envie d'approcher toutes ces questions métaphysiques par un autre biais. Et le biais qui m'a convenu à moi, c'était par le biais de la science. Donc j'ai presque voulu aller rechercher si ce qu'on nous disait quand les gens disaient oh, mais il y a un paradis, il y a une vie après la mort. J'avais envie d'avoir la preuve que ça existait et que ce n'était pas simplement des croyances. Donc, je me suis vraiment lancé dans des recherches en sciences pures et dures, avec un esprit très cartésien, qui s'est ouvert depuis, mais avec un esprit très cartésien. Mais par contre, j'ai l'impression que d'être allé au bout de la recherche scientifique, donc vraiment de poser des questions, si on butait sur quelque chose qui était inexplicable, d'essayer de trouver un autre biais pour comprendre pourquoi c'était inexplicable par la science actuelle. J'ai l'impression d'avoir fait cette recherche très cartésienne, mais aussi ouverte et honnête d'esprit, en se disant, justement, si on ne sait pas, alors on avoue qu'on ne sait pas, la science ne peut pas expliquer ça, mais quelles sont les autres hypothèses qui pourraient l'expliquer? Je suis devenu à un type de spiritualité beaucoup plus intuitif aussi. Oui, est-ce que vous aviez quand même cette recherche de trouver un sens à votre vie ou à certaines épreuves, ou c'est pas les épreuves qui vous ont amené à chercher, mais plus le sens de la vie, la curiosité? Alors, je pense que dans mon cas, c'est la curiosité, oui. J'ai toujours eu une énorme curiosité, je l'ai toujours. Et le sens de la vie, pour quelqu'un de curieux, ça me paraissait la chose à savoir. Je me suis toujours dit, s'il y a un sens à la vie, s'il y a un but à la vie, alors il faut que je le comprenne, parce que sinon, je joue un jeu dont je ne connais pas le mode d'emploi. Oui. Ah oui, il faut connaître les règles du jeu, quoi. C'était un peu l'impression. C'est vrai que je discutais surtout quand j'étais plus jeune, quand je discutais avec des gens de mon âge, je disais, mais pourquoi tu te poses toutes ces questions? Mais on s'en fiche. Ouais. Viens boire un verre avec nous au lieu de nous embêter avec des... Alors, j'allais volontiers boire un verre, hein, j'étais pas tout le temps plongé dans mes... Mais c'est vrai que quand je voulais avoir une discussion un peu profonde avec quelqu'un, j'avais ces questions existentielles. Et comme retour, j'avais souvent oh, mais on s'en fiche, quoi. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir une réponse? Mais pour moi, je ne pouvais pas mettre ça de côté. C'était toujours, oui, si je suis en vie, si je suis là, j'ai envie de savoir pourquoi, c'est quoi le but de la vie. Si je ne comprends pas pourquoi on est sur cette terre et comment on y est arrivé, comment je peux essayer de vivre une vie qui me semble juste. Oui. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir pu trouver les réponses, certaines des réponses à vous, en tout cas, donner du sens à votre existence et votre parcours? Disons, ce qui est génial, c'est plus on cherche, plus on se rend compte de l'étendue de ce qu'on ne connaît pas.
Donc, mais je dirais que ça rend moins naïf, ça, c'est sûr. Et puis, il y a quand même des choses que j'ai trouvées dans toute cette quête qui, je dois dire, oui, m'ont bien aidé dans la vie. Euh, j'ai l'impression de quand même mieux comprendre la complétude de qui on est. Et ben, rien que le fait de... Moi, en passant par cette voie plutôt rationnelle, scientifique, je suis quand même arrivé euh, à constater on n'est pas qu'un corps physique. Donc, que notre conscience est quelque chose d'immatériel qui s'attache au corps physique le temps de vie d'une vie, mais qui continue, qui a un passé, qui aura probablement un futur. Si, on ne va pas rentrer dans les notions de temps parce que ça, on pourrait en discuter longtemps, mais disons, si on utilise le temps comme il s'écoule sur Terre, on a un passé qui date d'avant notre naissance. Je pense qu'on a un futur qui va avoir lieu après notre mort. Donc, d'avoir compris ça, c'est sûr que ça donne un sens différent à la vie que si on pense qu'on est juste un corps matériel avec un cerveau assez perfectionné pour qu'il génère sa propre conscience, la conscience qu'on perçoit, mais que tout ça s'éteint lorsque le corps matériel n'est plus en état de fonctionner. Donc, rien que ça donne une autre perspective. Une fois qu'on a cette autre perspective, on peut aussi aller chercher un peu plus loin. Donc, finalement, si on est là temporairement, pourquoi? Quel est le but? Puis quand on commence, je n'ai pas toutes les réponses, hein, bien sûr que non. Je traite des hypothèses dans mes livres, mais quand on commence justement à évoquer ces hypothèses et à comprendre des petites choses qui peuvent nous aiguiller, ben, j'ai l'impression que ça nous facilite, comme je disais en début d'interview, le fait, je vais pas dire que j'ai compris toutes les règles du jeu, mais d'en avoir déjà compris quelques-unes, c'est mieux que d'en avoir, d'être même inconscient qu'il y a des règles du jeu. Et en fait, quand vous avez écrit ces romans, vous aviez l'intention de passer un message. C'est la façon que vous avez choisi pour passer un message aux humains, en fait. Et vous, qu'est-ce qui est, enfin, quelle est votre motivation première à passer un message aux humains, en fait? Ben déjà, le plaisir et la joie, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des recherches sur tous ces sujets-là. J'ai eu beaucoup de joie à trouver des choses oui, de nouveau à découvrir des choses lorsque je faisais toutes ces recherches. Et en plus, j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et puis, ben, l'autre élément, c'est le partage. Je me suis dit, pas tout le monde aura envie de faire, comme moi, 25 ans de recherche en sciences et ensuite sur les sciences de la conscience. Est-ce que je ne pourrais pas partager, en tout cas, les points les plus importants que j'ai trouvés d'une manière très conviviale et ludique pour que ça puisse profiter à d'autres? Je me suis dit, à moi, en tout cas, ça m'a rendu service. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas aussi rendre service à d'autres personnes? Donc, le partage est le deuxième élément. Puis, un troisième élément qui était peut-être pas le plus présent au début, mais qui, au fil de ma carrière d'écrivain, qui prend de l'importance, mais c'est aussi, je pense, en parallèle avec la direction dans laquelle le monde va, j'ai l'impression que quand on comprend ces règles du jeu, où on comprend la complétude de qui on est, on agit avec plus de conscience. Donc, on pourrait appeler ça l'ouverture. On ouvre sa conscience. Et quand on ouvre sa conscience, on a aussi une conscience de tout ce qui nous entoure, que ce soit les autres, que ce soit l'environnement, que ce soit
le futur de nos enfants. Donc, ça me paraît aussi très important d'essayer de contribuer à ma manière, qui est très modeste, à cette ouverture des consciences, car je pense que c'est la clé pour... en fait, je pense qu'on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on peut continuer à foncer la tête dans le mur et puis voir où ça nous mène, mais je pense que le mur sera plus dur que notre tête, donc ça risque de faire mal. Ou alors, justement, on peut un peu relever la tête et puis se poser les bonnes questions, ouvrir sa conscience et dévier de cette trajectoire qui nous mène droit au mur et devenir, en tant que société, des êtres plus conscients, plus respectueux et sauver l'environnement dans lequel, dont on a besoin pour survivre. Donc, j'ai aussi toujours, à titre modeste et en pensant pouvoir apporter une brique ou deux briques à l'édifice, mais dans mes livres, je partage aussi ces choses-là parce que je pense que si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à l'élévation d'une ou deux consciences, eh ben c'est un pas dans la bonne direction pour tout le monde. Et justement, dans les éléments clés qui pourraient faire que le monde aille vers une direction qui vous semblerait plus positive pour le vivant, quels sont vous, dans vos recherches, justement, parce qu'on pourrait passer des heures sur chacun des sujets, alors je ne sais pas, partager aux personnes, vous, les éléments dans vos recherches de physique quantique ou du champ akashique, quelles ont été peut-être les pépites qui vous ont vraiment bouleversé, changé votre conception du monde et de votre conscience? Mais pour moi, la première chose, alors c'est un thème très intéressant que je traite abondamment dans Les âmes du temps perdu. Parce que dans Les âmes du temps perdu, justement, mes héros apprennent à lire les mémoires akashiques, et puis dans les mémoires akashiques, ils découvrent une civilisation qui a 8 millions d'années et puis qui était aussi avancée technologiquement que nous et qui s'est plantée. Donc, ils vont étudier cette civilisation pour comprendre là où elle s'est plantée, puis pour en tirer les leçons et les partager avec nous aujourd'hui pour justement qu'on puisse faire mieux. Donc, c'est vraiment, votre question est vraiment au cœur de tout ce que je traite dans le dernier roman. Alors, comme vous le dites, c'est un vaste sujet, hein, j'en ai écrit plus de 300 pages dessus, donc, mais je dirais, pour le résumer, moi, la première chose et la chose qui m'a vraiment fait changer de point de vue, c'est de découvrir qu'on n'était pas seulement matériel. Parce que dès le moment où on découvre qu'on n'est pas seulement matériel, on peut voir le monde comme quelque chose de plus grand que la matière. Et du coup, on peut aussi comprendre que il faut que j'ajoute encore une notion. Alors, si on dit qu'on n'est pas seulement matériel, qu'est-ce qu'on est? On est matière, évidemment, parce qu'on a notre corps, on a notre cerveau, mais à cette matière s'ajoute ce que moi j'appelle la conscience. D'autres vont appeler ça l'âme ou l'esprit, moi j'appelle ça la conscience. Et cette conscience immatérielle cohabite avec notre moi matériel. Mais elle est discrète. Donc, c'est vrai qu'on a un cerveau hyperactif qui génère plus de 20 000 idées ou pensées, pardon, plus de 20 000 pensées par jour. Donc, il y a un bruit constant de la part de notre cerveau. Et si on n'est pas conscient que justement derrière, il y a autre chose et qu'on ne laisse pas de place à cette autre chose, alors on va être en plein dans la matière, quoi. Ce qui va nous rendre heureux, c'est des choses liées au matérialisme. Ce qui va nous motiver, c'est d'accumuler des biens, etc. Et tant qu'on fait tout ça, puis qu'on veut accumuler plus et plus et plus et plus dans un monde qui est fini, donc qui à un moment donné a plus de ressources, il y a une inadéquation
qui fait que soit on change, soit, comme je disais avant, on va droit dans le mur. Quand on découvre l'autre partie de nous-mêmes, qui est immatérielle, tout d'un coup, on se rend compte que les besoins de notre partie immatérielle sont très différents. Et dans ces besoins-là, il y a des valeurs plus, comment dire, plus douces, moins consommatrices, comme le bien-être de partager avec quelqu'un, l'art, les valeurs comme l'empathie, le pardon, etc., qui font que tout d'un coup, quand on laisse de la place à cette partie de soi, on change légèrement d'abord, puis de plus en plus son système de valeurs vers justement moins matériel et plus sur justement ces valeurs un peu plus douces. Et du coup, ça a énormément de bienfaits. Ça a déjà des bienfaits personnels parce que quand on se connecte avec cette haute partie de soi, on est plus serein, on a moins de peur, on a moins de besoins, on a plus d'amour. Donc, ça nous satisfait plus en tant qu'être d'avoir tous nos besoins comblés. Donc, évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de besoins matériels parce que la partie matérielle existe encore, mais il n'y a pas que ça. Donc, quand on mélange, on va vers un point d'équilibre qui est un point d'équilibre qui nous est bénéfique à nous, mais qui est aussi bénéfique à ceux qui nous entourent et qui est bénéfique par répercussion à la société entière. On peut dire, c'est tout ce qui nourrit l'âme, tout ce qui nourrit la conscience, notre part plus sensible, qui des fois, on peut trouver que c'est un peu plus développé chez les femmes, parfois. Hein, et est-ce que vous trouvez que justement, dans vos lecteurs, c'est beaucoup plus de femmes qui sont sensibles à ces sujets ou hommes et femmes pareils? Est-ce que vous avez des amis hommes beaucoup d'amis hommes avec qui vous comprennent dans tout ça ou plus des femmes? Je crois que vous avez raison. À la base, c'est des énergies plus féminines qui émergent justement quand on est dans ces valeurs plus douces. Je pense que l'amélioration de nos sociétés et de l'état du monde va aussi venir du fait qu'on redonne un juste équilibre entre le masculin et le féminin. Il est certain que j'ai plus de lectrices que de lecteurs, mais je crois que de toute façon, les femmes lisent beaucoup plus que les hommes, en tout cas tout ce qui est roman. Mais évidemment, en traitant ces sujets, j'ai plus de lectrices que de lecteurs. Après, j'ai aussi pas mal d'hommes. Hein. J'ai beaucoup d'amis avec qui j'échange, d'amis hommes avec qui j'échange sur ces sujets. Finalement, en réalité, le féminin et le masculin est en chacun de nous. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, on est en train de sortir, heureusement d'ailleurs, d'une période qui a duré très longtemps, qui était très, très masculine, pour redonner de la place au féminin. Et redonner de la place au féminin, ça veut dire évidemment donner dans notre société la place qu'elle mérite aux femmes, mais ça veut aussi dire donner dans l'équilibre que chaque être a plus de valeur à sa partie féminine. Parce qu'on a vu aussi dans cette société qui, j'espère, est en train de changer, mais très masculine, les femmes qui voulaient se faire une place devaient en réalité la faire en mettant en avant leur part masculine. Oui. Elles ont oublié du coup, même elles, des fois, leur part féminine et elles sont en train de reconnecter à ça, en même temps que certains hommes aussi. Voilà, c'est ce que j'allais vous le dire. Je pense que les femmes se reconnaissent dans cette période qui, à mon avis, là, je sens assez fortement qu'il y a un changement vers plus de féminité. Et je pense que pour les hommes aussi, ça fait du bien parce qu'on peut se reconnecter à une part plus féminine sans parler de devenir moins masculin ou quoi que ce soit, mais d'avoir un meilleur équilibre
Et d'accepter d'accueillir cette part-là sans la juger comme étant normalement réservée aux femmes ou voilà quoi, Absolument, les ouais, hommes. absolument. Mm. Ouais, ouais. Que Et aujourd'hui, que la sensibilité et, et la douceur est quelque chose que l'homme peut travailler. L'homme a une part féminine, mais c'est vrai que euh, on a, on l'a pu, on était dans une société qui la valorisait pas. Mais ça, franchement, je pense qu'heureusement, il y a un réel changement de paradigme et que ça va beaucoup aider aussi à rééquilibrer. Quand quelque chose ne va pas bien, et je pense que l'état de la planète, l'état de la civilisation actuelle ne va pas bien, c'est toujours à cause d'un déséquilibre. Donc, je pense qu'on a eu un déséquilibre justement si on regarde au niveau justement de ce que je disais, notre partie matérielle et notre partie immatérielle, dire l'action totale sur la partie matérielle sans même être conscient de notre conscience. Donc là, il y a un gros déséquilibre. Et je pense qu'il y avait un déséquilibre aussi masculin-féminin en faveur du masculin. Donc, dès le moment où on mettra ces deux curseurs à leur niveau, le déséquilibre devrait disparaître et la société va changer. il y a un thème justement, quand on parle d'équilibre, c'est le point zéro. C'est un des Oui, thèmes, voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce thème du point zéro qui est autant la physique quantique, un peu tout ce qui est que les pensées, créer la réalité, tout ça, les gens connaissent, mais le point zéro, ils connaissent un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est le point zéro? alors il faut définir de quoi on parle. Dans mon dernier roman, Les âmes du temps perdu, on parle de l'énergie du point zéro. D'accord. Donc, est-ce que votre question se rapporte à l'énergie du point zéro? Oui. Oui. Donc, l'énergie du point zéro, ce serait une énergie qui provient des fluctuations du champ quantique. Donc, ça peut paraître, mais dans mon roman, je l'utilise simplement comme une nouvelle source d'énergie que cette civilisation d'il y a 8 millions d'années avait trouvée. C'est une énergie qui peut sauver une humanité comme elle peut la détruire, parce qu'elle peut la sauver dans le sens où c'est une énergie propre. Donc, on pourrait imaginer qu'en arrivant à maîtriser cette énergie du point zéro, on n'ait plus les problèmes actuels de pollution avec l'énergie. Donc, on n'aurait pas besoin de renoncer à nos besoins énergétiques si on trouvait cette énergie propre. Mais le point négatif, par contre, c'est que c'est une énergie surpuissante, bien plus puissante que le nucléaire. Donc, si on l'utilise à mauvais escient, si on la découvre à un moment où l'humanité n'est pas encore à l'équilibre au niveau de sa conscience, il y a un grand danger qu'elle soit utilisée à des fins militaires. Donc, vaut mieux pour le moment, tant que c'est pas entre de bonnes mains, qu'elle soit pas tout de suite découverte, ou peut-être qu'elle est découverte mais gardée secrète pour attendre qu'on soit dans une conscience élevée, peut-être. Alors, je pense pas, je pense que sur Terre, actuellement, elle n'est pas découverte. Non. Et alors, je réserve mon avis sur cette question parce que c'est toute la conclusion de mon livre, donc je vais pas dévoiler, Ah sinon je ouais. vais spoiler. Ouais. Mais, Et mais sinon, justement, dans le concret de votre vie, vous, toutes ces recherches qui à la base sont plus intellectuelles, quoi, comment vous arrivez à insérer dans votre quotidien ces notions capitales pour que votre vie, elle soit différente, plus connectée justement au sensible, à l'invisible. J'ai vu que vous alliez animer une conférence sur l'invisible dans les entreprises. Donc ça, c'est pas un thème qu'on voit tous les jours, c'est super intéressant. Et l'invisible dans votre vie de tous les jours, vous, est-ce que vous avez mis en place des moyens de l'activer, en fait, cet invisible et cette magie, quoi? oui, bah, si vous voulez, à un moment, j'avais compris tout ce dont je viens de vous résumer, là, cette histoire de conscience qui s'attache au corps physique, à la matière, le temps d'une vie et qui ne sait pas. J'avais bien compris ça intellectuellement. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est un peu comme si
j'avais tout compris sur les vélos, j'étais capable de construire et réparer des vélos, mais je n'étais jamais monté sur un vélo. Donc, je me suis dit, maintenant que tu as quand même ta curiosité intellectuelle t'a amené à découvrir ces choses-là, ben, il est temps de les expérimenter. Donc, j'ai commencé à utiliser pas mal de techniques pour justement expérimenter ou sentir cette conscience que je vois, moi, à l'arrière-plan de notre intellect. Et ça marche. Donc, au bout d'un moment, j'ai pu monter sur le vélo et pédaler. Et puis, j'ai encore mieux compris à quoi sert un vélo que lorsque je l'avais compris de manière intellectuelle. Est-ce Donc, que vous avez des petits exemples de la vie où vous avez vu des changements, je ne sais pas. Oui, bien sûr, disons, l'exemple le plus flagrant, c'est que quand j'ai décidé d'écrire, c'est comme un gros changement de vie que de passer de chef d'entreprise à écrivain. Je faisais une retraite auprès d'Eckhart Tolle dans l'État de New York. Et voilà, j'étais très ouvert énergétiquement, j'étais très à l'écoute de ma conscience. Il y avait aussi l'effet d'un groupe, d'une retraite spirituelle. Et c'est là que j'ai eu l'information claire que je devais écrire des romans. À partir de ça a été ce une moment-là. petite voix ou en rêve, ça a été comment cette information claire, justement? C'est comme une sensation, une idée. Je me souviens encore, j'étais sur une barque, c'était l'automne, j'étais sur une barque, j'avais pris une petite barque tout seul, j'étais sur un lac avec des couleurs d'automne. Puis je trouvais ça magnifique, poétique. Puis tout d'un coup, j'ai eu comme une idée, mais je sentais bien que c'était pas une idée, c'est pas une idée qui venait de moi parce que c'était une idée nouvelle. Parce que souvent, justement, comme on ressasse des milliers de pensées par jour, les choses complètement qui sortent du cadre de nos idées, on sent bien qu'elles ont une faveur un peu spéciale. Donc, j'ai eu cette idée qui venait d'ailleurs, mais qui était claire, quoi, qui était, mais pourquoi tu n'écris pas des romans et dès le lendemain, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire les premières lignes de mon premier roman. Et Et justement, après, Pardon. Non, quand vous écrivez, du coup, vous sentez que c'est le moment d'écrire quand il y a une inspiration ou c'est vous quand vous décidez d'écrire? Alors, l'écriture, c'est vraiment un mélange entre mes deux parties, c'est-à-dire entre ma partie intellect et puis ma partie conscience. C'est une collaboration entre les deux et ça me plaît beaucoup vu que justement, dans mes recherches, j'ai découvert justement ces deux choses et j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'équilibre chez la plupart des gens. Ça aussi, ça change. De plus en plus de gens font du travail de pleine conscience pour rééquilibrer intellect et conscience. Chez moi, il n'y avait pas beaucoup d'équilibre, donc j'ai déjà dû commencer à le rééquilibrer en faisant de la méditation, en faisant de la respiration holotropique, enfin, en allant à des stages. Et encore aujourd'hui, si je ne fais pas attention, c'est le côté matière, le côté intellect qui prend le dessus. En plus, il est très fort chez moi. Mais par contre, quand j'écris, il y a vraiment une belle collaboration entre les deux. C'est-à-dire que je dois me mettre en état de recevoir de l'intuition, de l'information. Puis à un moment donné, quand elle vient, je l'écris. Et après, voilà, il faut que je réutilise. Une fois que j'ai écrit, j'ai de la matière brute qui, là, est venue vraiment de ma conscience. Donc, c'est aussi des idées nouvelles. De la même manière que l'idée d'écrire est venue de nulle part, le contenu de mes romans vient aussi de ce nulle part-là. Après, par contre, je l'habille avec mes connaissances intellectuelles et puis je l'ordonne, je l'organise avec mon mental. Donc, c'est une collaboration des deux. Oui, c'est ça. Le mental est au service de l'inspiration, de l'intuition pour
pour donner vie dans la matière à cet aspect plus immatériel à la base, quoi. Oui, et d'ailleurs, les quelques fois où j'écris avec mon mental, voilà, parce que je suis un peu pressé ou parce que je ne m'écoute pas assez, ou parce que j'ai une idée, et je pense que je ne me suis pas rendu compte que c'était une idée de mon mental et pas une idée plus large. C'est en principe des pages que je vais jeter plus tard. C'est-à-dire que je ne vais Ouais, pas, je ça vais pas marche pas. réutiliser parce que ça ne marche pas. Non. Hmm. Et du coup, vous êtes un peu au service de cette réceptivité. Vous vous mettez dans cet état d'esprit quand vous écrivez que là, bah, vraiment, dès que ça va venir, l'inspiration, vous êtes dédié à ça ou comment vous faites quoi, dans votre quotidien pour organiser Oui, bon, dès le moment dès le moment où je décide d'écrire, ça vient assez vite. Si je dois continuer l'histoire, j'ai besoin de cette matière et elle n'attend pas pour venir en principe. Si Hmm. j'ai une panne d'inspiration, ben à ce moment-là, je vais retravailler des chapitres précédents. Il y a des jours où je comprends bien que je ne suis pas dans un bon jour pour l'inspiration. Et Hmm. du coup, je retravaille mon texte, je me relis. Euh, mais tout d'un coup, je peux me dire, ah ben, c'est pas un bon jour. Puis je travaille de relecture. Et, et au moment où je me relis, je commence la relecture, tac, j'ai une idée pour continuer la Hmm. suite, puis alors je repars, et puis là, ça coule. Donc, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose de bien fait. Je pense que ben, c'est la même chose pour toutes les formes d'art. Un peintre, quand il va commencer à peindre, souvent, ben, il va avoir l'inspiration. Hein. Moi, quand je commence à écrire, ben, je pense que je dis à ma conscience, ben voilà, je suis derrière mon ordinateur, prêt à recevoir ton histoire, Hmm. vas-y. Hmm. Du coup, vous êtes même parfois vous-même surpris de ce que vous écrivez, vous vous Oui, découvrez en oui, même temps. oui, oui, alors des fois, je peux être très surpris, ouais. Ouais. D'ailleurs, toute l'histoire des âmes du temps perdu, elle arrivait par surprise, alors que j'avais déjà écrit un tiers d'une histoire complètement différente. Ah oui. Et tout d'un coup, euh, je ne comprenais pas pourquoi, mais je voyais mes héros sur le toit d'un monastère avec un moine qui leur a dit, mais moi, je fais de l'archéologie quantique. Et j'ai écrit ça, et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir, mais mes héros étaient en Afrique. Ils se retrouvent tout d'un coup, 2 lignes après, sur le toit d'un monastère au Bhoutan, avec un moine qui fait de l'archéologie quantique. Je dis, bon, ben là, tu déconnes vraiment. Mais c'est un passage que je n'ai pas pu effacer parce que ça Hmm. m'intriguait. Puis je me disais, l'archéologie quantique, c'est quoi? Et du coup, j'ai continué à écrire autour de ce moine, etc. Puis après, j'avais une histoire qui arrivait jusqu'au moment où le moine, qui était complètement différente que l'histoire après l'apparition du moine. Puis à un Hmm. moment donné, je me dis, mais je ne peux pas faire cohabiter ces deux choses. C'est 2 histoires totalement différentes. Donc, j'ai éliminé un tiers du livre qui me servira peut-être un jour, mais en tout cas qui n'a pas servi à cette histoire-là. Hmm. Et j'ai repris toute l'histoire par rapport à cette archéologie quantique. Hmm. Donc oui, je peux me surprendre. Et Oui. puis là, je vous dis, ce n'est pas tout d'un coup avoir un truc comme ça qui est arrivé au tiers du roman, puis qui vous fait tout repenser l'histoire. Ouais. Il En faut fait, être dans je ferais. l'acceptation dans ces cas-là de ce qui se passe et pas vouloir trop contrôler, quoi. Oui, oui, c'était une bonne notion pour moi, qui aime bien Hmm. contrôler les choses. Et du coup, avec toute cette, justement, ces connaissances, la place des technologies, puisque finalement, tout ça, c'est de la science aussi. Qu'est-ce que vous imaginez? Quelle place, justement, entre ce masculin, ce féminin, la conscience, la matière, les technologies, quelle place on peut leur donner et espérer qu'elles aient pour pour enfin, voilà, préserver le vivant? Parce que des fois, on voit que la science, elle peut détruire, quoi. Donc, Oui, ben, en fait, l'homme inconscient détruit. L'homme inconscient fait la guerre, l'homme inconscient maximise les profits, euh, l'homme inconscient pollue sans penser aux conséquences. Donc, je pense que la clé, comme je disais avant, la
clé réside dans un bon équilibre entre la conscience et l'intellect. Parce que l'intellect humain est très puissant, mais s'il ne s'associe pas à cette forme plus douce, plus subtile, mais aussi qui a un autre savoir, un savoir beaucoup plus... Si cette conscience est immatérielle, elle est aussi immortelle, on l'a vu, elle a un savoir beaucoup plus vaste et beaucoup plus sage. Donc, à mon avis, c'est vraiment ce que nous devons chercher actuellement, c'est des points d'équilibre. C'est un point d'équilibre entre l'intellect et la conscience, parce que l'intellect, pardon, nous permet, et la science nous permet de découvrir des choses. Ces choses-là, on va les utiliser selon notre niveau de conscience. Si le niveau de conscience global est très bas, c'est-à-dire qu'on est dans des réflexions encore assez égocentriques, on fera probablement un usage abusif de certaines choses. On ne va pas comprendre que les ressources ne sont pas infinies. Mais tout ça disparaît dès le moment où on rééquilibre et puis on écoute cette part de nous-mêmes qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, on en revient à ce qu'on disait avant. Et je pense idem avec le masculin, féminin. La clé se trouve au point d'équilibre. Je pense que si on faisait le contraire, c'est-à-dire qu'on laissait plus que la part féminine de nous et on laissait plus que la part subtile, consciente, ça n'irait pas non plus. On irait vers d'autres dérives différentes, mais on irait vers d'autres dérives. Donc, tout, à mon avis, est une question d'équilibre. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de se rendre compte qu'on a un déséquilibre réellement, qu'on favorise réellement ces deux énergies principales dont on a parlé, c'est-à-dire l'énergie intellectuelle et l'énergie masculine. Et dès le moment où on se rend compte de ça, tendre à titre personnel vers plus d'équilibre. Je dis toujours à titre personnel parce que c'est l'addition des personnes qui fait une société. C'est pas le contraire. Donc, quand on veut imposer quelque chose du dessus, ça fonctionne pas. Par contre, quand une chose monte et que chaque individu comprend, ou si moi je fais le changement ou vous faites ce changement chez vous, vous allez rayonner, les gens autour de vous vont vous poser des questions, on va se trouver à avoir ce genre de conversations qui vont inspirer d'autres personnes et de fil en aiguille, c'est en inspirant d'autres personnes que la masse va grandir. C'est qu'en faisant grandir la masse qu'à un moment donné, on va arriver à un point tournant et la société va changer. Et une société qui pour vous serait parfaitement équilibrée et que vous aimeriez, si vous pouviez la créer dans votre esprit et qu'elle se manifeste dans la matière, elle serait comment cette société sur le plan de l'éducation, de la santé, de la technologie, de l'écologie, de tout ça? Alors, cette société, je l'ai créée. Elle est dans mes livres. Elle vient souvent en écho à notre société actuelle, justement pour permettre aux lecteurs de faire la différence. Donc, et comment vous l'expliquez sans dire trop? Parce que c'est quelque chose, c'est ça. Quelque chose Il à faut lire les livres. dans le livre. Mais je dirais, c'est une société où on a remplacé les valeurs matérielles par des valeurs telles que le partage, l'empathie. On travaille moins. On laisse justement les machines travailler pour nous et nous, on apporte ce qu'on peut apporter réellement, c'est-à-dire ces valeurs profondes. Et on s'amuse beaucoup mieux, on vit plus longtemps. On a optimisé son environnement, donc la pollution a disparu. On a découvert l'énergie du point zéro, donc on n'a plus de problème d'énergie. Enfin, voilà, en gros. Et surtout, on a un accès permanent au monde immatériel qui nous permet au fait de voyager bien au-delà de sa propre planète, dans le monde immatériel, ce fameux monde immatériel qui remplit probablement
la grande majorité de l'univers, parce qu'en science, on sait qu'on connaît à peu près 5%, donc la science matérielle explique 5% de ce qui existe réellement dans l'univers. Donc, dans cette société équilibrée, dans mes livres, je les appelle les sociétés abouties, il y en a plusieurs. Ben, une des choses vraiment géniales, c'est qu'on a un accès permanent à toute l'information de l'univers et on peut aussi, en conscience, voyager dans tout l'univers. Et parlons quand même des rencontres hommes-femmes, puisque vos héros, il y a un homme et une femme qui se retrouvent. Oui, alors bon, un autre thème que je traite dans tous mes livres, c'est le thème des âmes sœurs. Donc, en fait, dans mes trois romans, c'est une trilogie qu'on peut lire dans n'importe quel ordre parce qu'il n'y a pas d'ordre. C'est toujours les mêmes personnages qui sont en fait des âmes sœurs et qui, quand ils découvrent finalement qui sont des âmes sœurs et qui laissent éclore leur amour, qui est un amour très profond vu qu'il date de la nuit des temps, ils atteignent une nouvelle dimension dans ce qu'ils arrivent à faire et à créer et à amener dans leur vie matérielle actuelle. De par la rencontre ou chacun de leur côté ou ce qu'ils vont co-créer en commun surtout? Alors, c'est souvent, je dirais au début, ils se construisent eux-mêmes sans l'autre. Mais c'est qu'ils arrivent vraiment à fusionner leur savoir et leur savoir-faire et leur savoir-être que mes histoires prennent leur envol dans le sens où elles, à deux, avec la magie justement de cet amour d'âme sœur, ils sont beaucoup plus puissants que chacun de leur côté. Ouais. Donc en fait, ces nouvelles sociétés abouties, vous, votre façon de les créer, c'est en écrivant vos livres pour que ça commence à se manifester sur un écrit, en espérant qu'ensuite ça se concrétise, quoi. C'est pas juste comme ça des idées, vous avez une vraie envie et vous imaginez réellement ce que la société puisse aller vers ça, quoi. Oui, Ouais. évidemment, ouais. Après, ça va même plus loin parce que, comme je vous ai dit, quand je suis en état d'écrire, je reçois cette information et ces sociétés, à un moment donné, je les ai vues. J'avais des images de ces sociétés. Et, je traite pas mal du champ quantique dans mes romans, notamment dans le dernier, qui est au fait l'accès à l'information de tout l'univers. Donc, le champ quantique, c'est un espèce de web, d'Internet, mais à l'échelle de l'univers. Et moi, j'ai l'impression que quand j'écris, j'ai des images qui me viennent de cette source-là. Et je ne sais pas si c'est des images réelles ou pas, mais j'aurais tendance à penser que ces sociétés existent déjà. Et que nous, peut-être qu'un de mes travaux d'écrivant, c'est de nous donner envie de faire le même chemin qu'eux, parce que franchement, quand vous lirez la description de ces sociétés, ça donne vraiment envie. Ouais. Ça se ressent quand vous en parlez, il y a le sourire et tout, ça a l'air vraiment bien. Ouais, c'est le pied, c'est le paradis. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas frustrant d'attendre comme ça, alors que vous avez une idée et perçu ce que ça peut être. On dit l'espoir fait vivre, ou c'est la foi, la confiance que ça va arriver. Le décalage Oui, entre ce qui est ou là même actuellement. la conviction que ça va arriver et que ça existe déjà ailleurs. Quand on étudie l'univers, on se rend quand même compte qu'il y a probablement 1 milliard de galaxies comme la nôtre, et dans une galaxie comme la nôtre, il y a à peu près 1 milliard de soleils comme notre Soleil. Donc la probabilité qu'il y ait pas mal d'endroits où il y ait de la vie est quand même super élevée. Donc
moi, avec des chiffres comme ça, j'imagine qu'il y a des planètes ailleurs qui ont d'autres stades d'évolution et qui nous montrent la voie. Et dès lors, si on peut capter, que ce soit par l'art, que ce soit par des gens ont des messages beaucoup plus directs que moi, il y a des gens qui entendent, qui communiquent avec cette information. Moi, ça vient plutôt dans mes écrits, mais j'ai l'impression que si on peut capter des bribes de ce qui se passe ailleurs et les décrire, ben, non seulement ça donne de l'espoir, mais en plus ça donne de la joie, parce que ça veut dire que c'est la voie qui nous est réservée. La seule chose, et je le traite beaucoup dans mon troisième roman, c'est au bout de combien d'essais. Parce que voilà, j'ai l'impression que si on se plante, c'est entre guillemets pas grave, dans le sens où quand les gens me disent ah mais c'est vraiment j'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire tes livres et je suis d'accord avec toi, on va tuer la planète. Je dis, non, on va pas tuer la planète, on va tuer ce qui fait que l'être humain, et que plus probablement les mammifères, enfin certains animaux, peuvent vivre sur cette planète. Mais la planète, dès le moment où on va disparaître, elle va se régénérer, puis elle va être prête à accueillir à nouveau de la vie. Il y a peut-être des formes de vie qui vont survivre, d'autres qui vont disparaître et revenir. Donc, l'idée que je traite dans mon dernier roman, c'est de dire, mais finalement, c'est sûr qu'on va arriver à cet équilibre qui fait que notre vie sur Terre devient paradisiaque, mais c'est probablement pas la première fois qu'on essaye. Et essayons de faire en sorte que cet essai soit le bon, parce que sinon, c'est quand même long, tout un cycle. Oui. Et du coup, en attendant, c'est quand même déjà de le créer dans son microcosme personnel, quoi. Toutes les données qu'il y aurait sur un plan collectif, c'est essayer de les manifester déjà soi-même dans sa vie, comme ça, là, déjà en étant à l'écoute de notre conscience, en partageant nos dons, en étant dans cet équilibre au maximum personnellement, comme vous disiez, pour qu'ensuite ça se diffuse et qu'il y ait l'espoir que ça soit enfin le moment, quoi. Exact. Oui, mais de toute façon, on crée que ce qu'on peut imaginer. Donc, dès le moment où, voilà, où on peut imaginer, on peut lire, on peut voir dans un film une civilisation qui nous inspire, ben c'est déjà un grand pas vers la réalisation de cette nouvelle réalité. Parce que si on était tous capables d'imaginer une civilisation paradisiaque et qu'on était tous convaincus qu'elle existe, elle existerait demain probablement. Ouais. On la manifesterait pratiquement tout de suite. Ah oui. Et en attendant, ce serait bien qu'il y ait des films de vos livres pour qu'on ait tous Vous y pensez, alors, oui, non? Alors moi j'y pense, c'est un rêve, oui. Et j'ai des gens, qui essaient que ce rêve devienne réalité. Ouais. Donc oui, en tout cas, je suis très ouvert si quelqu'un nous écoute sur votre chaîne. Ouais, ce serait bien. Oui, Hein. ce serait bien, ouais. Après, c'est vrai que j'ai imaginé, c'est des romans quand même avec, où on parle d'univers parallèle, comme on a dit, d'autres civilisations qui vivent différemment. Donc, c'est pas une histoire simple à mettre en scène. Ouais. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Mais, en tout cas, j'ai l'impression voilà, que là, on a une bonne idée de. Voilà, en lisant vos romans, on va pouvoir commencer à goûter, à sentir une de ces possibilités de société aboutie qu'on espère voir vivre bientôt. Et est-ce que vous avez autre chose à ajouter? On n'a rien détaillé des sujets de la physique quantique, mais en même temps, ce serait trop, ce serait trop. Donc, on a balayé, mais est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose en particulier que vous voudriez communiquer?
Ouais, je pense qu'on a déjà fait un grand tour. Si on n'a pas parlé de Ouais. physique quantique à proprement de pur et dur, quand on parle de conscience, de cette partie de nous qui est immatérielle, il faut bien comprendre qu'on est dans le monde quantique. Ouais. On est dans ce monde d'informations infiniment petit qu'on n'arrive pas encore très bien à saisir, mais c'est là que ça se passe. Donc, malgré tout, cette conversation tournait autour du monde quantique. Oui, Après, sans en parler, mais dans le sans en concret, parler, en ouais, fait. exactement. Mais c'est aussi comme ça que j'écris mes romans, c'est-à-dire que je, je- bien que j'ai étudié des choses assez complexes comme la physique quantique, euh, je, je parle plus de ce que ça peut donner en termes d'image. Dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, c'est un champ d'information à laquelle on peut accéder si on est capable de sortir sa conscience de l'enveloppe matérielle. Enfin, je ne vais pas aller détailler la science parce que des livres scientifiques qui expliquent la physique quantique, il y en a beaucoup et les gens qui les ont écrits ont beaucoup plus de talent que moi pour expliquer la physique quantique. Donc, moi, j'essaie d'imaginer ce que ça peut donner dans une mise en pratique. Ouais, Vraiment, ouais, ouais, c'est l'essentiel au final. voilà. Et du coup, vous animez beaucoup de conférences là en ce moment. Donc, on retrouve votre agenda sur votre page Facebook. Je mettrai aussi en Oui, commentaire votre site internet. Mais c'est vrai que ça aussi, là, les conférences, ces romans que vous avez écrits vous amènent finalement dans le concret de la vie, l'entreprise, la société. Comment commencer activement à créer ce nouveau monde, quoi. oui, bah comme on l'a dit en début d'interview, finalement, de découvrir ces phénomènes des sciences noétiques, des sciences de la conscience, nous fait au fait nous redécouvrir nous-mêmes et ça a des énormes implications sur la vie de tous les jours. Ça a des implications sur nous en tant qu'êtres humains, ça a des implications sur comment gérer une entreprise, gérer une équipe, ça a des implications sociétales, comment organiser la société. Donc, c'est vrai que ben, le fait d'écrire des romans me permet de partager d'une façon très ludique. Et puis, dans mes conférences, on est plus dans le pratique. J'ai créé moi-même une société multinationale, donc je connais bien le monde de l'entreprise, le monde du management. Euh, euh, du coup, je donne des conférences sur comment gérer des entreprises de manière plus consciente. Après, d'autres conférences qui sont plus personnelles ou comment justement utiliser ces nouvelles découvertes sur la conscience pour son bien-être personnel, pour contribuer à un monde meilleur. Donc, effectivement, je dirais, je passe du livre très ludique à l'application pratique par le biais de conférences. Et c'est vrai que ces temps, j'en donne beaucoup. Et j'aime beaucoup ces moments de partage. Parce que finalement, c'est des moments. Quand on écrit un livre, on est seul derrière son ordinateur. Après, on a les Ouais. retours, mais il y a un décalage. Moi, je vais écrire une phrase, puis je vais peut-être en début d'année, puis je vais avoir un retour une année et demie après sur ce que j'ai Ouais. écrit. En conférence, il y a ce côté direct qui est vraiment que j'apprécie beaucoup. Ah oui, oui, c'est nourrissant d'avoir les échanges avec les gens et de Absolument, pouvoir ouais, ouais. poser des petites pierres à l'édifice en direct. Ce serait Mais oui, intéressant, une conférence avec Philippe Guillemant et vous. ah, absolument, oui, que j'admire Hein, beaucoup. Que ouais. j'admire beaucoup, Vous oui. avez déjà eu J'adore son l'occasion de travail. communiquer ensemble? Non, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer Ah ouais. ni de lui écrire pour l'instant. Ah. Mais je suis un grand fan. J'ai lu tous ses livres et j'ai écouté Mm. des podcasts. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Ok. Il est dans. Moi, Bah, merci. j'ai une grande bibliothèque et en fait, toutes mes connaissances viennent de gens comme Philippe Guimand et d'autres. Mais Oui. lui a une place prépondérante dans ma bibliothèque. Ah, voilà, ouais. Et Stéphane Alix aussi, ça avait dû vous Oui, inspirer aussi? absolument. Ouais, son Absolument, parcours, ouais. ouais, ses recherches. Alors, ses recherches, ses livres, je Mm. les ai lus. Mm.
j'ai rencontré brièvement, on a donné une conférence au même endroit. Mais bon, lui, c'était le keynote speaker et puis moi, je venais après. Mais on a parlé quelques minutes. Mais j'aime beaucoup ce qu'il écrit aussi. Voilà, c'est dit d'une autre façon, mais c'est les mêmes sujets. Oui. Bon, bah, en tout cas, il y a plein de belles idées en perspective. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur des nouveaux voilà, partages, collaborations. Et je vous remercie Avec beaucoup plaisir. pour cette interview. C'était Mais c'était passionnant. très agréable, merci. Ouais, du coup, évidemment, on a envie de lire les livres pour, parce qu'en plus, il y a de l'histoire d'amour, il y a tous ces thèmes qui sont abordés de façon concrète qui peuvent nous donner du coup des clés, tout en contribuant à manifester la réalisation de ces nouvelles sociétés puisqu'on les lit et que notre imaginaire du coup est en train de les créer. Donc, il y a beaucoup de raisons de les lire. Merci, c'est gentil. Et puis, avant tout, c'est des romans. Donc, même les gens qui veulent juste se distraire, ils peuvent lire l'histoire. Et puis, c'est Erwin Laszlo qui a fait la préface qui disait, de toute façon, les romans se lisent vraiment à plusieurs niveaux. Et des fois, je me demande si les gens, ils lisent peut-être juste l'histoire, ils n'ont pas conscience de ce qui s'est passé derrière l'histoire, mais je suis sûr que ça travaille, C'est ça, ça travaille et fait ça son ouvre. chemin. Ouais, ça fait son chemin, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est super. Merci beaucoup. Et puis, du coup, à une prochaine fois peut-être. Et très bonne Avec grand soirée. plaisir, quand vous voulez. Merci, pareillement. Bonne soirée. Au revoir. Merci. À très bientôt sur À Gwen bientôt. TV. Au revoir.